Je ne connais personne qui aurait pu dire que c'était un immense plaisir pour elle de venir au monde avec un handicap. Chers tous, gens d'ici et d'ailleurs, je voudrais simplement m'autoriser à vous poser cette question. Pourquoi sommes-nous insensibles à la situation que vivent nos frères et sœurs en situation de handicap? Le temps pour moi de retrouver mes mots et faire le tour de la question avec mes différents invités. Je vous serai gré de suivre avec un intérêt particulier ce reportage. Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au centre omnisport d'entraînement. Plusieurs athlètes professionnels répètent leur gamme. Attendez, vous pouvez me donner le score? 14-8. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est notre sport à nous. Donc, c'est pas un problème pour nous normalement. Beaucoup pensent que vous ne pouvez pas jouer au basket, mais au contraire, oui. Comment? Beaucoup pensent que vous ne pouvez pas jouer au basket, mais au contraire, Oui, bien sûr. La réalité, elle est là, vous la voyez. Hein? Voilà. C'est un peu ça. Sur le terrain, des sportifs de haut niveau présentant un handicap moteur. Cette discipline, c'est le handi-basket. À la différence de son dérivé, le basketball, les joueurs jouent sur des fauteuils roulants. Sinon, rien ne change. Les règles et les consignes sont les mêmes que pour les valides. C'est bien. Bien joué. Bravo, prudence. Ils arrivent, hein, repliez vite. Repliez. Une question qu'on pourrait se poser d'emblée, comment arrive-t-on à jouer au basketball dans un fauteuil roulant? D'abord, c'est grâce à l'inclinaison des roues qui facilite les pivots et améliore la mobilité des joueurs. Ça, c'est fait spécialement pour le sport de basketball. Voilà, vous voyez. Voilà, avec tous les pneus sont comme ça pour vraiment mieux permettre de pousser le fauteuil. Donc un fauteuil comme ça peut avoisiner les 600 000, 700 000 francs. Donc vous voyez que c'est pas donné. Et les fauteuils que nous utilisons actuellement appartiennent à la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Et pour arriver à temps sur la balle, ils doivent être en mouvement permanent et jouer avec beaucoup d'intensité, à tel point que les chutes sont inévitables. Une vie intense de sportifs professionnels qui prend beaucoup de plaisir à jouer malgré le poids de leur handicap. C'est à penser que ce handicap est la plus grande force, l'atout qui pousse même à se surpasser. Et bien sûr, le handi-basket a même son public. Cet homme et ses enfants ont effectué le déplacement pour assister à cette séance d'entraînement. Ce qui est bien, c'est le côté social. Ça permet, je crois, pour les personnes, si je peux dire, non handicapées, de découvrir l'univers des personnes handicapées. Ma femme, elle a l'habitude de dire que ce sont des handicapables. Voilà. C'est aussi un phénomène d'inclusion sociale, de permettre à ceux-là qui sont peut-être vus de façon particulière dans la société de se trouver utiles, je vais dire ça comme ça. Voilà. Apprendre à l'apprivoiser avant de commencer à vivre avec, un parcours du combattant qui pousse les personnes en situation de handicap à se surpasser et à mettre en pleine lumière leurs particularités. Un univers encore stigmatisé qui mérite pourtant la plus grande attention de notre société. Cependant, grâce à ces sacrifices et des heures d'entraînement, ils sont de plus en plus nombreux à s'écrire de belles histoires, de carrières professionnelles et de vie. Fawziatou est l'exemple de ce leitmotiv du haut de ses 31 ans. Cette femme fait partie depuis 15 ans du circuit continental de basket fauteuil. Sa dernière compétition remonte en 2018 à Marrakech, au Maroc,
avant de prendre une longue pause de maternité. Maman. Oh. Oh. 3, 4. Aujourd'hui, Fawziatou est une mère poule. Sa vie c'est en grande partie aux petits soins avec ses 4 enfants. Mais elle n'est pas qu'une simple mère, elle est aussi une championne de haut niveau de handisport. Ce destin de championne a été brutalement écrit pour cette mère de famille après un drame. Un drame qu'elle considère pourtant aujourd'hui comme une C'est chance. maman ou c'est Grace? Hein? On y va. 1, 2, 3, 4. Bon, avec les enfants, j'aime bien dire, c'est sucré salé. C'est-à-dire, c'est les deux à la fois. D'accord? Il y a des jours, ils sont bien sages. D'accord? Il y a d'autres jours où c'est les caprices. Tu vois? Donc, nous, les parents, on essaie de trouver le juste milieu. D'accord? Pas trop de chicotes, pas trop de bisous non plus. Reprendre goût à la vie après un accident qui change une vie, c'est cela surmonter son handicap. Fawziatou a transformé une terrible épreuve de sa vie en un nouveau départ. Son objectif, aller de l'avant toujours pour laisser loin derrière elle le coup du sort qui a failli lui coûter la vie il y a 10 ans. C'est vraiment une chance pour moi, c'est vraiment une grâce parce qu'on était deux avec mon beau-frère qui malheureusement lui est décédé. Moi j'ai fait 3 jours au coma et c'est après ça que j'ai retrouvé, que je suis revenue à la vie. D'accord? Et comme je ne cesse de le dire, le pire pouvait arriver parce que c'est mes 2 jambes qui ont été atteintes. D'accord? La jambe gauche, elle, on a pu la récupérer en mettant du fer dedans. Malheureusement, la jambe droite, c'était la veine qui est atteinte et le sang ne circulait plus. Donc même quand on touchait la jambe, je ne sentais plus. Il fallait vraiment amputer, sinon ça allait continuer vers d'autres membres. Après plusieurs jours passés dans le coma, elle se réveille avec une jambe en moins. Comme elle, ils sont des millions à avoir vu leur vie basculer du jour au lendemain. Mais cette mère de famille est de ceux qui pensent que tant qu'on vit, l'on est candidat au handicap. Moteur, sensoriel ou mental, il faut apprendre à vivre avec. Et ça, cette trentenaire au mental d'acier l'a parfaitement compris. J'ai eu une étape de réadaptation, d'accord? C'est comme si j'apprenais à revivre d'une autre manière, voilà. Des fois, je voyais les enfants, ça c'était avant que je ne commence à utiliser les béquilles parce que ma main aussi a été fracturée. On m'a plâtré la main. Tout mon côté droit a vraiment été atteint. D'accord? Donc je voyais les enfants courir, tout ça. Et moi j'étais là, je disais, mais c'est quoi ça? Mais vraiment, comme je l'ai dit, ça n'a pas duré. En un drame, Fawziatou est passée de joueuse basket jouissant de tous ses membres à joueuse de basket en fauteuil. Alors que la situation de handicap vous contraint à vivre avec un manque, il faut composer avec l'univers nouveau qu'on vous crée. Celui où l'on est étiqueté, marginalisé ou encore discriminé, et s'habituer à ce nouvel univers peut prendre beaucoup de temps. C'est vrai que le handicap a mis un fin sur ma carrière debout, d'accord? Mais ça n'a pas mis un fin sur mon ambition. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Quand on est face à une difficulté, il faut l'affronter, il faut persévérer. Étant personne en situation de handicap, si on est là, on attend que ce soit les autres qui viennent vers nous, que ce soit les autres qui nous aident, ça ne marchera pas. C'est nous qui devons nous battre. Et j'aimerais vraiment lancer un cri de cœur aux autorités et leur dire que les personnes handicapées ne sont pas des personnes inutiles. D'accord? C'est des personnes qui ont un cerveau, qui ont des muscles, qui peuvent bien travailler. Seulement, il faut leur donner l'opportunité de s'exprimer. Mais sous nos cieux, la réalité est douloureuse. Les lucarnes d'expression dont parle Fawziatou sont quasi inexistants. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Aujourd'hui,
Près d'1 million de personnes handicapées vivent en Côte d'Ivoire, soit enfants ou adultes touchés par un handicap moteur, mental ou encore sensoriel. Pour ces personnes, chaque jour, la vie est un combat. Pendant des jours, nous avons enquêté et découvert un monde de souffrance, d'exclusion et d'injustice. Il y a problème a suivi le combat de jeunes diplômés qui, du fait de leur handicap, n'entrevoient aucune perspective quant au bonheur d'avoir un travail. L'État dispose pourtant d'un arsenal juridique pour favoriser l'inclusion professionnelle de ces personnes. Mais cela ne semble pas encore porter fruit. Nous évoquerons aussi l'histoire de Céline qui a été exclue d'un concours à la fonction publique. L'on a estimé qu'au regard de son handicap, il lui était impossible d'exécuter la tâche. L'administration ivoirienne est-elle interdite aux invalides? Il y a problème a aussi enquêté sur le respect de certaines normes en matière de construction immobilière, garante de l'accessibilité aux bâtiments, aux établissements, aux équipements, mais aussi aux logements. Cela peut paraître anodin, mais vous allez voir à quel point l'irrespect des normes fait vivre un enfer aux personnes en situation de handicap moteur. Assumer, ne plus se cacher pour refuser d'être mis de côté. Car aujourd'hui encore, trouver un travail quand on est touché par un handicap reste une exception. Les places sont rares, seule une personne sur 5 trouve un emploi stable. Jean Fleur, 31 ans, est toujours dans sa chambre d'étudiant, diplômé d'un master en espagnol et linguistique. Pourtant, les portes du travail lui sont toujours fermées. Concernant ce qui est officiel, on a droit à tout. Mais quand il s'agit d'avoir ce pourquoi on a été formé, c'est-à-dire la formation qu'on fait ici à l'université, au sortir de là pour pouvoir avoir accès à ce pourquoi on a été formé, ça devient problématique, quoi. C'est là le problème commence. Abandonné par les pouvoirs publics et la société, Jean Fleur ne sait plus à quel sein se vouer. Comme lui, beaucoup baissent les bras et ne trouvent plus d'intérêt à faire valoir leurs droits. Concernant les handicapés, la Convention des droits de l'homme a prévu que pendant les concours et autres, et même l'accessibilité aux moyens de transport public et privé même, on puisse ériger des lois pour pouvoir faciliter la vie aux handicapés. Et j'ai parlé de lenteur ici parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire a eu à ratifier ces lois-là, mais dans les faits, ça prend un peu plus de lenteur. Et c'est cela qui réjaillit sur l'accès à l'employabilité chez nous, parce que les lois sont là et il est prévu qu'on ait un certain quota de personnes handicapées lors des concours, mais ce n'est pas encore entré en vigueur en tant que tel. Le jeune homme revendique les mêmes droits que les autres pour accéder à l'école, à un logement, à la prise en charge médicale, et il insistait toujours sur l'accès à l'emploi. Une fois comme ça, j'ai eu à postuler pour un emploi. Et en tout cas, au téléphone, c'était bien chic et c'était bon. Les gars ont apprécié mon CV. Mais pendant l'entretien, quand je suis arrivé, quand ils m'ont vu, bon, c'est un peu comme un sixième sens chez nous, quoi. C'est-à-dire, quand quelqu'un cause avec toi et que tu sais que, voilà, ton état le choque, puisqu'on est habitué à voir ce genre de cas, quand quelqu'un manifeste ce sentiment, on le sent tout de suite. Souvent, pour s'insérer, Jean Fleur y va avec autorité. Quand besoin se fait sentir, il porte assistance à ses camarades. Lui, il s'appelle Kanté en Master 1 de philosophie. Kanté vit ce qu'il qualifie lui-même d'injustice et de discrimination. Voilà 4 ans qu'il est inscrit à l'université, mais depuis 4 ans, Kanté n'a eu droit à aucune chambre en résidence universitaire. Bon, jusqu'à présent, moi, c'est d'accéder à une chambre. Je n'ai pas encore de chambre aussi en cité. Et ça me fait presque 4 ans jusqu'à actuellement, je ne suis pas encore logé. Mais pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi on ne donne pas de chambre? Bon, je pense que peut-être qu'il y a un problème de logement au niveau du truc. Voilà. Pour ce cas aussi, il faut dire que voilà, on avait dans les négociations réussi à avoir accès à une chambre en février pour notre frère. Mais bon, vous savez, il y a des choses qui se passent sur le campus. Il a subi une agression et finalement les agresseurs ont occupé la chambre jusqu'aujourd'hui.
Mais bon, on essaie d'utiliser la voie diplomatique en voyant les autorités pour essayer de causer à ceux qui ont eu à évincer notre frère de sa chambre. Mais bon, les autorités nous ont promis que voilà, tout allait être réglé. Mais depuis février jusqu'à aujourd'hui en mai, on attend toujours. N'ayant pas de chambre, Kanté se voit obligé de parcourir des kilomètres avec son handicap. Chaque jour, il quitte Abobo pour le campus. Et ici, en milieu estudiantin, les personnes en situation de handicap n'ont aucun avantage particulier, comme on pourrait l'imaginer. Bon, actuellement, je vis à Bobo chez mon tonton. Le fait de me déplacer à chaque fois, venir sur le campus, vraiment c'est fatigant. Il y a des heures qu'on descend tardivement et puis bon, rejoindre à Bobo et puis revenir encore tôt le matin. Vous voyez que vraiment c'est fatigant pour une personne qui est en situation de handicap. Ce matin-là, Kanté, Jean-Fleur et Franck sont réunis. Ils sont exaspérés. Ils veulent comprendre les fondements de cette injustice de Kanté. Et pour cela, ils se dirigent vers le service social. Vous avez fait la demande de sécurité sociale? C'est quel nom? Kanté. Je peux en faire un rapport pour ça? Il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de rapport. Non, mais je veux savoir, parce que si on a fait un rapport pour la demande de chambre, parce que quand vous venez demander les personnes en situation de handicap, eux, c'est automatique. Automatique, parce que quand elles viennent, elles ne font pas. Nous, on voit, ils ne font pas. Après un quart d'heure d'échange, la femme nous explique que c'est la faute de Kanté. Il a commis l'erreur de faire la demande qu'une seule fois sur les 4 ans. En fait, chaque année, il aurait dû faire une demande jusqu'à ce qu'elle soit prise en compte. Yopougon, quartier Jesco. Ici se compte une belle histoire de vie. Juliette confectionne à la main tout ce que vous pouvez imaginer comme accessoires de mode. Bracelets, sac à dos, sac à main. Juliette est pourtant une non-voyante. Mais tous ces articles que vous voyez là ont été faits par elle. C'est-à-dire que pour une personne, réellement, tu ne vois pas du tout. Quand on lui montre quelque chose, comment est-ce que ça se passe pas de toucher. À partir du moment où elle touche, et puis elle touche le bracelet qui était déjà confectionné, par exemple, et qu'on lui montre comment est-ce que ça a été fait. Donc, automatiquement, si c'est un déclic, quoi, voilà. Le cerveau enregistre trop et puis elle essaie également d'appliquer à la lettre, voilà. Et puis ça donne pas exactement le résultat. Juliette utilise ses autres sens pour créer. Pourtant, tout n'a pas été si simple. Depuis le début, elle a bénéficié du soutien sans faille des proches et amis. Tout ce qui l'entoure a été adapté à son handicap. Totalement autonome, elle n'a besoin d'aucune assistance. Là, c'est-à-dire que quand tu ne vois pas par le toucher, voilà, ton toucher te permet également de pouvoir confectionner cet objet-là. C'est comme ça que vous arrivez à faire tout ça? Oui, c'est comme ça que je vais arriver à faire. C'est-à-dire que si on me montre, si on m'explique et que moi je touche tout simplement et puis voilà. Cette confection ne lui prend que 5 minutes. Mais Juliette n'a pas d'espace de vente pour faire connaître ses articles. Si elle confectionne de beaux articles, le système ne lui facilite pas l'accès au marché. Handicapable, c'est-à-dire que capable vraiment de pouvoir faire quelque chose malgré cette situation d'handicap, de pouvoir être autonome, être indépendant, de pouvoir réellement travailler, se battre réellement pour pouvoir réussir. L'inégalité des chances, voilà aussi une autre réalité avec laquelle vivent de milliers de personnes touchées par un handicap. Aujourd'hui, Juliette est suivie par une organisation qui tente de l'aider à obtenir des financements pour développer sa PME. Alors que les bailleurs de fonds ont souvent du mal à miser sur ces personnes, il faut pleinement s'engager contre ce handicap qui stigmatise. Quand on est personne handicapée, les contes de fées sont rares. Le plus souvent, ce sont des parcours au rêve,
et espoir brisé. Mais puisqu'il n'a pas suffisamment de moyens, le père étant à la retraite, donc c'est un peu difficile. Il n'arrive plus à me prendre en charge comme dans le passé. Donc c'est maintenant à moi-même de me trouver un emploi pour que je puisse me prendre en charge. Voilà, c'est un truc comme ça. Céline a 34 ans. Elle a perdu l'usage de ses 2 jambes et ses mains sont en griffes. Les médecins ont dit à Céline qu'elle ne marcherait plus. Pour que les autres m'acceptent, je me suis acceptée moi-même. D'abord, il faudrait que je sois à l'aise dans le corps handicapé. Parce que si tu vas à l'aise, les autres aussi ne pourront pas être à l'aise avec moi. Il faudrait que je sois à l'aise moi-même, c'est mon avis qui compte. Donc les autres, bon, je m'en fiche qu'ils soient à l'aise ou pas. C'est que il y a toujours des gens qui me comprennent. Et puis j'ai Dieu aussi qui est mon appui, donc c'est pas un problème. Ce que Céline désire par-dessus tout, c'est avoir une belle carrière professionnelle dans l'éducation. Mais l'administration publique n'ouvre pas la porte à tout le monde. Bon, c'était mon rêve d'être une éducatrice parce que j'ai aimé ce métier. Malheureusement, bon, lors de la visite médicale, le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas exercer ce métier. Bon, cela m'a fait mal. Lui, à cause de mon handicap, il a mis la sauce sur le doigt. Bon, il a dit qu'il a mis à la santé l'handicap de doigt et plusieurs autres facteurs. Il disait comme ça que je ne pouvais pas avoir accès aux salles de classe au sein de cette école. Et qu'ici, on ne tient pas compte du type d'handicap. Voilà, lorsqu'il me questionnait, il avait dit que, bon, Céline, tu vois, bon, ton handicap est lié à la neuropathie et que la neuropathie, c'est une maladie qui est liée au nerf. Au fil du temps, tu perds les forces. Donc, moi, j'ai trouvé c'était comme si c'était discrimination. Bon, il m'a éliminé d'office. J'aurais voulu qu'il me laisse faire le concours pour qu'au moins je sois prise. J'étais sûre et certaine que j'allais réussir à ce concours. Depuis qu'elle s'est vue refuser de passer le concours d'entrée à la fonction publique, Céline a perdu toute confiance en elle. Pour elle, l'État l'a empêchée de réaliser ses rêves et aujourd'hui, elle ne peut que constater son triste sort. À l'université Félix Houphouët-Boigny, étudient plus de 1500 étudiants handicapés. Ces étudiants que vous voyez là, ce sont des membres du groupement des élèves et étudiants handicapés de Côte d'Ivoire. Et ils nous ont donné rendez-vous. Voilà. Donc vous voyez cette difficulté-là. On est au rez-de-chaussée au niveau d'un bâtiment qui appartient aux personnes en situation de handicap. Et il y a des motos qu'on garde dans le palier. C'est difficile dans cette condition pour une personne qui a un fauteuil roulant de pouvoir circuler. Qui doit circuler dans le palier, c'est compliqué. Et même quelqu'un qui n'est pas un non-voyant ne peut pas passer dans ce palier-là à cause voilà, des engins qui sont gravés dans. Parmi eux, des paralytiques, des paraplégiques et aussi des non-voyants. Beaucoup de personnes en situation de handicap se cachent encore et sont peu visibles dans la sphère publique. Pour eux, vivre caché, c'est vivre heureux. Armen Guetta est le président de leur groupement. Il a bien voulu nous mener vers ces personnes qui portent le poids des superstitions. Mais pour y arriver, il faut surmonter plusieurs obstacles. Reste là. Il n'y a pas les rampes. Et elle, par exemple, elle ne peut pas descendre à cause de marche, c'est difficile pour elle. Normalement, si elle avait rampe, ça allait être plus facile pour elle
de se déplacer, de descendre. Il n'y a pas de gens qui sont obligés de prendre les marches. Lui, par exemple, lui, il ne peut pas monter. On est obligé. La solidarité de notre association oblige que certaines personnes qui ont des handicaps pas trop lourds puissent l'aider. Voilà, pour le soulever, soit il faut passer, ou bien voilà, on essaie de faire en sorte qu'il puisse également aussi passer. Donc c'est cela. Tu as trop soulevé, maman. Oui, tu as trop soulevé. Doucement, c'est même on allait gérer. Voilà, doucement. Est-ce qu'on ne doit pas tomber? Doucement. C'est bon. Voilà, celui-là, on va doucement. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est ça. Ok. Dans notre société, il n'est pas suffisamment fait pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est 2 fois plus difficile pour les paralytiques et les non-voyants. Notre exploration nous conduit dans cette chambre. Ici dorment 6 étudiantes non-voyantes. On est 6 ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On se superpose ici. La nuit, c'est très difficile pour dormir. D'accord, vas-y. C'est tellement difficile pour dormir ici. Nous sommes des filles non-voyantes, des aveugles, comme on le dit si bien. Mais pour dormir, c'est compliqué. Les toilettes, la douche est gâtée. Tout est gâté ici. On met des matelas ici, un matelas ici pour dormir. Voici mes soeurs, sont toutes non-voyantes. Et puis ma soeur qui est là, vraiment, comme elle est asthmatique, là, elle Oui. fait beaucoup de crises à cause de ces genres de conditions. Voilà, donc c'est compliqué. Le sto est baissé, tout ça. Quand on s'habille là, même les gens nous voient par derrière là-bas, on est nus. Franchement, on est exposé quoi. Je peux dire combien? 6. La vie en cité est très difficile pour les personnes en situation de handicap. Tout type d'handicapé, c'est très difficile. Au bord des larmes, elle crie à l'injustice et à la discrimination. Elle n'en trouva aucun avenir pour elle dans le tissu socio-professionnel. Par rapport au concours de INSAC, j'ai postulé, j'ai fait la visite médicale, ils ont constaté que je suis aveugle. Ça va poser des problèmes. Juste la composition, je vais composer. Et pour ce monsieur, oh, toi tu fais quoi ici? Tu ne vois pas, mais normalement vous devez être quelque part. Il ne sait pas pourquoi on vous laisse aller à l'école. Franchement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui. Je pensais que ce jour-là, c'est maintenant que je venais de perdre la vie au fait. Mais entre étudiants, on se serre les coudes. Et les initiatives pour insérer les travailleurs handicapés dans un marché qui se refuse à eux se multiplient. Alors en attendant d'avoir un vrai travail, on enchaîne les petits boulots. J'ai un bac plus 5 en comptabilité. Malheureusement, je ne suis pas éligible au recrutement dérogatoire que l'État ivoirien fait aux personnes en situation de handicap. Donc actuellement, là je suis à avancer. C'est-à-dire je suis à presque 45 ans. J'ai un bac plus 5 en comptabilité, mais les chances que j'ai un emploi même, c'est pas sûr. En théorie, la loi oblige les entreprises privées à employer 1% de personnes handicapées. Mais cette loi n'est pas respectée, faute de sanctions. Quand on fait le recrutement dérogatoire, quand on lance le concours, le nombre de places que l'État propose, par exemple 200 places, il y a beaucoup de postulants. Donc ce qu'on fait entre nous, on essaie de faire, c'est de voir parmi nous ceux qui sont plus âgés et qui par exemple ont des chats, c'est-à-dire ils ont des enfants. Moi par exemple, j'ai un enfant. J'ai une fille qui est en 5e. Actuellement même, j'ai perdu ma maison. Parce que le travail, c'est ça qui permettait de payer ma maison qui est à 50 000 francs à la Riviera, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai perdu la maison. Je suis ici. Comme lui, beaucoup se retrouvent éjectés du système. Depuis la fin de notre enquête, tous les personnages qui nous ont ouvert les portes de leur vie n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Pas de travail, injustice sociale, galère du quotidien, un univers où il faut travailler 2 fois plus pour atteindre le niveau d'une personne valide. Et quand la société ne se mobilise pas pour accompagner ceux qui partent avec moins, c'est qu'il y a problème. Merci, chers collaborateurs, chers collègues, pour cet excellent travail. Je suis heureux d'avoir sur notre plateau Madame Kona. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation de l'équipe de production de Y'a Problème.
Expliquez-nous, DPPH, c'est quoi exactement? La DPPH, c'est la direction de la promotion des personnes handicapées, qui est une direction centrale appartenant au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est le ministère de tutelle des personnes en situation de handicap. Vous avez pour rôle de les protéger. C'est ça. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous apprenez que ces personnes que vous êtes censés protéger expriment leur colère, leur ressenti, comme quoi elles sont exclues donc, du mode de fonctionnement d'un État comme le nôtre, la Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas qu'elles sont exclues du mode de fonctionnement. Elles sont prises en compte. Mais vous savez, c'est un parcours de longue haleine. Et c'est tous ensemble, que ce soit l'État de Côte d'Ivoire, avec les organisations de la société civile, avec les organisations de personnes handicapées et les personnes handicapées elles-mêmes, que nous parviendrons à mener ce combat-là ensemble. Et nous avons une direction centrale qui est la direction de la promotion des personnes handicapées qui a pour mission essentielle de promouvoir et de protéger les droits des personnes en situation de handicap. Il y a encore beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont encore victimes de discrimination, mais nous travaillons à résoudre cette question pour que les personnes en situation de handicap soient prises en compte, qu'elles se sentent membres citoyens à part entière, au même titre que les Ivoiriens et les Ivoiriennes valides de ce pays-là. Monsieur Widi Armand, qui est donc le représentant de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Madame Kona vient de donner quelques détails de la structure étatique qui est donc à votre disposition pour pouvoir protéger vos droits. Je voudrais que vous lui posiez des questions précises. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous attendez encore de l'État? Merci beaucoup. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État a initié un recrutement de personnes handicapées. Mais ce recrutement-là, il y a problème à un niveau. Ce recrutement se fait, mais vraiment, après que les personnes handicapées aient bataillé pour obtenir cela. Ensuite, quand ça se fait, par exemple, une année, ça a commencé en 1998. Ensuite, la prochaine vague, c'était en 2003. La vague suivante, en 2005. Vous comprenez, il y a la disparité dans les années. Ce recrutement n'est pas annuel, en fait, ce que je veux dire. En temps, l'État de Côte d'Ivoire recrute chaque année. On pense, pour certains, ils sont tributaires également des préjugés qu'on pense sur les personnes handicapées. Pour certains, qui sont des décideurs publics, que le recrutement est en fait une faveur, je dis bien une faveur qu'on accorde aux personnes handicapées. Ah oui, tu as tel diplôme, bon, viens travailler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mettre à niveau les personnes handicapées pour, comme le dit la Convention, faire éclore leur capacité, en fait, leur qualité intrinsèque. Parce qu'à chance égale, les handicapés sont nombreux qui sont discriminés dans le domaine de l'emploi. Donc le recrutement doit normalement se faire, à notre sens, le recrutement dérogatoire, je veux dire, doit se faire annuellement pour donner plus de chances. Madame Kona, un commentaire? Vous savez, la question de l'emploi, c'est une question cruciale qui concerne autant bien les personnes valides que les personnes en situation de handicap. Le recrutement dérogatoire qui est fait pour les personnes en situation de handicap, qui leur permet d'obtenir un emploi dans les administrations publiques. Et ce recrutement a démarré en 1997 avec un effectif d'une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'en 2021, de 1997 à 2021, nous sommes à 1706 personnes en situation de handicap qui ont regagné le rang de fonctionnaires. Je pense que c'est à saluer. Et concernant le secteur privé, depuis, nous avons déjà le Code du travail de 2015 qui consacre un chapitre à l'emploi des personnes en situation de handicap qui, dans ce chapitre-là, pose un quota pour les personnes en situation de handicap. Et c'est en 2018 que l'État de Côte d'Ivoire a signé le décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Et dans ce décret-là, il est dit que pour toute entreprise qui emploie de 1 à 100 personnes comme travailleurs permanents, il y a une personne en situation de handicap qui doit faire partie de l'effectif. Au-delà de 100 personnes, 100 travailleurs permanents, c'est 2% de l'effectif qui doivent être des personnes en situation de handicap.
Depuis l'année dernière, en septembre 2021, il y a un autre décret relatif à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en abrégé COTOREP, qui a été signé également par le président de la République. Nous sommes d'accord, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas présenter tous les concours. Donc cette commission viendra pour dire, en fonction, elle va recevoir les personnes handicapées désireuses de présenter ces concours au niveau des structures de formation. Elle dira, elle va apprécier l'aptitude en fonction du handicap, du degré de handicap de cette personne à occuper tel emploi. Après les propos tenus par Mme Kona, je vais demander à la réalisation de me permettre de faire un tour, n'est-ce pas, de mon plateau, car il n'y a pas que M. Widi et Mme Kona sur ce plateau, il y a quand même des personnes qui viennent participer à cette émission et il est important que je leur cède mon micro. Taki Kwaku Samson, je suis étudiant et cela fait quand même un moment que je postule aussi au recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap. Pour dire quoi? Ce qui me gêne dans cette affaire, que ce soit des étudiants en situation de handicap physique ou des personnes en situation de handicap visuel et tout autre, on lutte avec ces personnes-là qu'on dit aptes sur les mêmes facultés, dans les mêmes départements, sur les mêmes chemins, dans les mêmes bus pour pouvoir aller et même composer aussi. Pendant ce temps, on est tous considérés comme les mêmes étudiants, pas de mesures spéciales pour les personnes en situation de handicap. Mais quand il arrive qu'on doit présenter des concours, on nous ferme les portes. Il est personne en situation de handicap, il n'est pas apte. Et voilà pourquoi aujourd'hui, comme monsieur de la COPSI venait de le dire, il y a des milliers de personnes qui postulent. Mais 200 personnes, 200 places, qu'est-ce que ça peut faire? Madame Kona. Oui. Merci à M. Taki pour sa question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'emploi est une question qui concerne tant bien les personnes valides comme les personnes en situation de handicap. Et pour résoudre cette question de l'emploi dans le secteur public, à la fonction publique, nous avons un projet de test, puisque toutes les actions que nous menons sont encadrées par des actes juridiques. Donc nous avons là un projet de décret relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap à la fonction publique. Donc dans ce décret, il y a un pourcentage que je ne vais pas donner ici parce que le décret n'est pas encore pris, voilà, qui est accordé aux personnes en situation de handicap. Donc il s'agira, puisque chaque année, la fonction publique lance des différents concours, donc il y a un pourcentage dans le nombre qui est accordé cette année qui va revenir aux personnes en situation de handicap. Et là, je pense qu'on sera vraiment au-delà des 200 postes budgétaires qui nous sont accordés régulièrement depuis 2019. Vous êtes satisfait de la réponse? Je suis satisfait. L'État fait quelque chose, mais quand même l'État peut faire encore plus. Madame Kona, oui, allez-y Widi, réagissez un peu, le temps pour moi. Allez-y Widi. Okay, non, moi ce que j'aimerais dire, c'est oui. Ce qui ressort des propos de Mme Kona, c'est vrai qu'on salue l'action de l'État, mais il y a cette lenteur notoire de l'État à agir. Parce que, Mme Kona le sait, le décret d'application dont elle parle, la loi a été prise en 1998. Le décret d'application a été pris combien d'années après? 22 ans après. Dans les tiroirs de la DPPH, il y a des décrets relatifs à un pourcentage, comme elle vient d'annoncer. Celui-ci, je vais être pessimiste pour dire, il sera pris dans 10 ans. Mais que la réalité me montre le contraire. En fait, c'est ça qui choque les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être en train de dire l'État ne fait rien, mais brandir par exemple un but pour dire mais j'ai marqué un but quand même, mais tu as marqué un but après combien de matchs? S'il faut marquer, il faut scorer 2 buts après 20 matchs, mais finalement tes supporters diront mais attends, tu joues rien. Il est pessimiste, alors que moi je vais commencer à avoir un peu d'espoir, mais je n'imaginais pas que les décrets se prenaient comme ça, puis ça restait dans les tiroirs pendant 10 à 20 ans. Si c'est vraiment la vérité, je commence à être un peu inquiet. Je tiens à rassurer M. Widi que ce décret-là n'attendra pas 10 ans pour être pris. Ce décret, il est prêt. Il est même allé au secrétariat général du gouvernement. Et non, en conseil de gouvernement, il y a eu des observations de la part de certains ministres. Donc il est revenu pour que nous puissions prendre encore toutes ces questions, ces observations
Et je vous dis que dans les mois à venir, il reprendra ce décret-là, sera pris. Je tiens à lui rassurer que ce décret ne mettra pas 10 ans, 20 ans. L'État de Côte d'Ivoire est conscient de la situation des personnes en situation de handicap. Vous avez dit au début de cette émission que l'État seul ne pouvait pas tout faire. Quel est le point de la situation aujourd'hui concernant l'insertion de ces personnes handicapées dans le secteur privé? Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner ici des chiffres concernant les personnes en situation de handicap qui exercent dans le secteur privé. Je sais qu'il y a des personnes handicapées qui exercent, mais c'est au cours d'une enquête qu'on aura ces chiffres-là. Et nous avons un projet, cette enquête-là, voilà, qui est faite, qui concerne voilà, les conditions de travail, les personnes voilà, en situation de handicap qui travaillent. Merci Madame Konan d'être venue. Je reste convaincu que les éléments de réponse qui ont été donnés vont rassurer les uns et les autres et la société ivoirienne même va se revoir. Il est important que nous nous remettions en cause et puis que nous puissions donner un traitement très humain donc à l'endroit de ces personnes dites personnes handicapées. C'est important. On ne peut pas vivre dans une société sans se soucier du bien-être de l'autre. C'est le minimum qu'on puisse demander à tout être humain. Monsieur Woody, je vous dis infiniment merci. Je sais qu'une heure, ça ne suffit pas. Je vous permets de dire un mot et puis on va conclure l'émission. D'accord. Non, juste un mot, c'est de rappeler à tout le monde que la question du handicap, c'est une exigence constitutionnelle en fait. L'État s'oblige à le faire parce que la Constitution, en son article 33, l'a dit. Les collectivités publiques également s'obligent à le faire parce que la Constitution l'a dit. La population également doit s'y mettre. Parce que à quoi sert d'avancer s'il faut laisser sur le côté des personnes en marge? Mais en marge, pas parce qu'ils le veulent, parce que leurs compétences n'arrivent pas à s'accommoder avec ce que fait la société. Donc je voulais juste interpeller en fait l'État que la question d'handicap, c'est une exigence, j'ai failli dire c'est une priorité. D'où le thème de lenteur dont j'ai parlé. Dit également à la population également que la question du handicap, c'est plutôt une façon d'emmener tout le monde à participer pour un développement harmonieux de la société. Donc les préjugés en réalité mettent la société en retard. Donc ça prend en compte également le secteur privé pour dire qu'il faut employer, c'est important, ça montre que la société a évolué. Une société développée, évoluée, c'est celle qui prend en compte la question des couches vulnérables. Laisser une couche vulnérable à côté, c'est en réalité faire preuve de discrimination. Merci, M. Jonger. Merci, M. Woody. Merci, Mme Konan. Chers tous, j'espère que vous avez pris soin de tout ce qui a été dit tout au long de ce plateau. Il va falloir que la société fasse le choix définitif d'apporter une valeur ajoutée. Nous avons besoin des uns et des autres pour former cette nation. Si vous estimez que tout au long de ce débat, certains éléments d'information n'ont pas été dits, eh bien, comme on le dit tous les jours, nul n'a la science infuse. Vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues. Car nous avons fait le choix définitif sur l'AFTV d'ouvrir le débat. Parce que chaque jour, il y a toujours un problème. Et dimanche prochain, je serai encore chez vous pour un autre problème. À bientôt.